va s'appuyer là-dessus. Et, et après, on verra comment adapter votre offre pour augmenter le taux de prise, des astuces, des conseils et au final, un petit quiz de fin de formation pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc, sur les évolutions de la consommation. Premièrement, j'ai envie de vous poser cette question. Avez-vous l'impression d'être un super-héros ou une super-héroïne quand vous cuisinez végétarien? Absolument pas. J'en vois sourire, en tout cas. Absolument pas. Eh ben, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a des enjeux énormes à cuisiner végétarien, que ce soit pour la planète, donc des enjeux écologiques, mais des enjeux nutritionnels aussi pour vos convives. Et vous avez un impact énorme. Que vous soyez diététicienne, diététicien ou cuisinier ou cuisinière, en fait, vous avez un double impact, à la fois sur le modèle agroalimentaire et le modèle agricole qu'on veut voir demain, comment on veut le voir plus durable, par vos achats, parce que vous mettez au menu, en fait, vous avez ensuite des agriculteurs qui vont se dire, bah, en fait, les légumineuses deviennent plus rentables, il y a une plus grosse demande, donc je vais en produire plus. Donc, vous changez concrètement notre paysage et nos terroirs au niveau de la production, et ça, c'est énorme. Et en même temps, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que par votre production, parce que vous créez l'offre, la demande change. Et ça, en fait, vous avez un impact qui, certes, tous les cuisiniers, tout votre secteur là, mais vous, en étant en restauration collective, en fait, vous avez un impact massif et de long terme, parce que souvent, vous allez du coup avoir un impact sur les assiettes de jeunes convives. Et donc, du coup, ça va avoir un effet pour plusieurs années. Et on sait que c'est des prescripteurs en plus dans leur foyer énorme. Donc, il y a vraiment ce sujet de super-héros, mais parce qu'il y a un enjeu très fort, mais aussi parce que bah, c'est des super-pouvoirs qui sont là depuis pas longtemps. C'est-à-dire que là, que vous soyez engagé depuis avant Egalim ou juste après, finalement, ça fait que quelques années et on voit que la transition, elle se met en place, mais qu'il faut apprendre à manier ces super-pouvoirs et puis à ce que les autres le reconnaissent en tant que tel. Et donc, si on regarde un peu un tour d'horizon des restaurants collectifs, un peu ce qui a été mis en place pour diversifier les protéines jusqu'alors, on a le menu hebdomadaire dans toute la restauration collective scolaire. C'est finalement la norme en restauration collective scolaire, mais pas du tout dans le médico-social, dans le sanitaire ou même en entreprise. On va avoir dans le scolaire aussi des menus bi-hebdomadaires, donc 2 fois par semaine. C'est de plus en plus de cas pour la restauration collective scolaire, notamment pour des questions de coûts, des questions de dégager des marges financières pour pouvoir investir dans la qualité, via Egalim, etc., sur des produits psycho ou des produits bio. Et puis, on va avoir voilà, des cuisines un peu à l'avant-garde qui vont mettre une option quotidienne d'ores et déjà, soit sur inscription, comme ça se fait par exemple, je pense à Lyon, à partir de la rentrée ou dans d'autres structures, et une option quotidienne en libre service. Et ça se fait dans quelques restaurants d'entreprise interadministratifs, mais aussi quelques lycées commencent à le faire parce qu'il y a une pression de plus en plus grande, en fait, une évolution de la demande qui est là. Je me permets de rajouter que les Crous le font aussi. Exactement. Je l'avais oublié, mais très, très bonne ajout. Et du coup, dans tout pour comprendre l'évolution de la demande, j'ai une petite question. Est-ce que vous savez la différence entre les flexitariens, les végétariens et végétaliens? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la définition de ces trois? Végétalien, il mange aucune protéine animale. Oui. Végétarien, il mange végétal et animal, mais pas de viande, juste les œufs, le lait. Et le flexitarien, il mange de temps en temps végétarien, mais il mange autrement de tout. Voilà. En gros, en effet, c'est la définition. Flexitarien, on va dire qu'il mange moins d'une fois par jour de la viande. Généralement, c'est comme ça qu'on l'entend. Les végétariens, ils ne mangent pas de chair animale, mais ils mangent du coup des produits qui peuvent en être dérivés. Et notamment, on pense au lait, aux œufs. Et c'est dans la loi Egalim, c'est vraiment ces menus-là qui vont être mis en avant, donc ce qu'on appelle ovo-lacto-végétarien. Et les végétaliens, ils se passent complètement de produits issus d'animaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a quelques années, en fait, on connaissait peu ces termes et que finalement, on a une évolution de la consommation qui est très, très importante et qui va très vite.
Et aujourd'hui, on estime en France, d'après les études, que plus de 50% de la population française souhaite manger moins de viande. Et ce qui va être intéressant, c'est que du coup, on va avoir d'ici quelques années ces personnes-là, même si on n'aime pas se mettre des étiquettes, etc., qui vont du coup développer un régime flexitarien. Et là, vous avez un rôle fondamental puisque les cantines, les restaurants collectifs, on le sait, c'est la base de notre culture culinaire. C'est-à-dire, vous établissez le standard de ce qu'est la cuisine populaire en France. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en intégrant la cuisine végétarienne, finalement, vous construisez les standards végétariens de demain. Et c'est vraiment là, parce que ces 4 milliards de repas chaque année qui sont servis en restauration collective, c'est là que c'est vraiment le socle de la culture culinaire de demain et de ce que, quand aujourd'hui on pense à des menus ou des plats avec viande, on pense à des grands standards. Demain, on pensera à des grands standards végétariens issus de notre culture grâce à ce rôle-là. Ce qui est intéressant aussi avec la cuisine végétarienne, c'est qu'elle peut répondre, et notamment aussi quand elle est 100% végétale, elle peut répondre à un secteur, à toute une volonté d'inclusion. Et on le sait aussi que nos cuisines collectives, elles sont traversées par différents publics, avec différentes attentes, etc. Et que finalement, le menu végétarien, il peut permettre de mettre tout le monde autour de la table. Notamment, je prends l'exemple de Montpellier, qui a designé, en fait, qui a 4 menus actuellement, 4 menus différents, mais qui permet, en fait, le menu végétarien permet d'englober à la fois les 100 poissons, les 100 porcs quand il y a du porc au menu, et les végétariens. Et finalement, en fait, il se trouve que parfois, l'option végétarienne réunit plus de 50% de la population, enfin, des convives, parce que c'est une option quotidienne sur demande, parce que justement, ça permet cette inclusion et ça permet d'englober plusieurs régimes. Donc là, on a vu un peu globalement pourquoi on parlait de végétarisme, pourquoi on est autour de la table, etc. Sur les grandes évolutions, je n'ai pas parlé du cadre légal et réglementaire parce que je pense que ça sera dans un autre webinaire et puis qu'aujourd'hui, il est quand même assez identifié. Mais l'intéressant, ça va être pour vous d'identifier là les attentes de vos convives et de valoriser vos réussites et de vous appuyer dessus. Donc, à votre avis, quand vos convives qu'est-ce qu'ils souhaitent quand ils viennent manger au sein de votre restaurant? De manière globale, là, on est dans du végétarien, mais pas forcément. C'est quoi leurs attentes? Pour les Crous, c'est de manger sain, équilibré, à un prix défiant toute concurrence. 1 euro pour quand vous êtes boursier. On ne peut pas faire moins. C'est sûr. Est-ce qu'il y a, du coup, je vois que dans la discussion, il y a aussi des gens qui viennent de plein de secteurs différents. Pour vous, du coup, notamment pas mal qui sont scolaires, élémentaires, maternelles, pour vous, c'est quoi qu'est-ce qu'ils attendent, les enfants, quand ils viennent? Pas forcément que ce soit équilibré pour la plupart. En tout cas, au niveau des collèges, nous, c'est une population de 11-15 ans, par exemple. Donc, les légumes, c'est pas trop pour la plupart leur credo. Et voilà, ils sont pas forcément au départ attirés par tout ce qui est légumes, ce genre de choses. Et du coup, leurs attentes, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent quand ils arrivent? Bon, ils veulent principalement sortir rassasiés, enfin, pas vraiment, enfin, monsieur n'aime pas parce que le problème, c'est qu'ils compensent après au goûter quand ils n'ont pas assez à manger le midi, ils vont rentrer chez eux, ils vont se gaver de choses pas forcément très bonnes pour la santé. Et ce qu'ils attendent, je ne saurais pas vous le décrire. Des choses qu'ils ont l'habitude de manger, je pense, non? De manger chez eux, j'imagine. Bon, après, on va tourner autour des pâtes, des frites, des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Dès qu'on sort un peu de l'ordinaire, ça devient un peu compliqué. Installer une confiance dans un restaurant scolaire avec des élèves, c'est très, très, très compliqué. Ouais.
Bon, ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais Oui, la oui, oui, non, bien majorité, sûr, mais bon, on la a quand même. majorité. En effet, c'est ce qui est ouais. Emmanuel, vous allez dire? Pardon. Oui, je disais, c'est la majorité. Après, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a qui, chez eux, mangent bien, mais c'est vrai que les parents prennent de moins en moins le temps de faire des repas. En tout cas, la semaine, ils travaillent aussi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la solution de facilité. Des plats tout faits, des pâtes qui vont assez vite à faire, des frites, enfin, des choses comme ça, quoi. Je vois Alain en discussion qui dit pour les primaires, les enfants n'attendent rien. La pression vient des parents, c'est très politique. Et en effet, hein, on a vu que ça avait donné. C'est un sujet à polémique, le menu végétarien. Et le but, là, c'est vraiment de se dire comment on crée une adhésion, comment on lève ces barrières-là. Sur les convives, ce qu'ils souhaitent en venant manger, bien sûr, il y a plusieurs choses qui ont été très intéressantes qui ont été dites. La satiété, d'être rassasié. Et on le verra, on en reparlera après. Il y a la familiarité, le fait, il y en a qui viennent pour découvrir des choses, mais il y en a beaucoup qui viennent aussi pour avoir un côté rassurant, être en sécurité alimentaire. Et souvent, en fait, la sécurité alimentaire, ça vient aussi des choses qu'on connaît. On sait ce qu'on a dans l'assiette. D'où le fameux cuisinier TikTok qui fait un carton parce que en fait, il montre aux jeunes ce qu'il y a dans leurs assiettes. Il leur fait comprendre ce qu'il y a dans leurs assiettes et ça cartonne. Donc, on voit qu'il y a un côté, on a envie de comprendre. Beaucoup des convives, ça n'a pas été dit, mais beaucoup des convives viennent parce qu'ils veulent un moment de convivialité. Il y a un moment où on partage, qu'on soit entre copains, qu'on soit à l'école, à la maternelle, etc. Et il y a ce côté aussi, on veut que ça soit bon. Bien sûr, ça a été dit par le chef qui est en Crous, Michel, c'est ça? C'est ça, oui, Michel, oui. On veut que ça soit équilibré, on veut que ça soit pas cher. Tous ces enjeux-là, du coup, ils sont vraiment au cœur de ce qu'on va voir sur le menu végétarien également. Parce que ce qui est vrai pour les autres plats, en fait, il faut que ça soit vrai aussi pour le menu végétarien. En fait, il faut que ça soit un menu comme un autre dans la semaine. Et donc, du coup, cas pratique, si on s'est dit un peu ce qui était l'attente, vous qui mettez déjà en place des menus végétariens, j'imagine que la plupart, là, autour de la table, mettent des plats végétariens déjà à leur carte. Qu'est-ce qui marche le mieux? Quels sont les 2 plats végétariens qui marchent le mieux dans votre restaurant? Alors moi, je fais une galette d'haricots rouges qui marche pas trop mal, mais du coup, je glisse ça dans un hamburger avec le pain fait maison. Et ensuite, le burritos végétarien, ça marche pas trop mal aussi. En fait, quand on part sur un côté un peu street food comme ça, généralement, ça passe. Ok. Nous, pour les crousses, on est plus sur dès que c'est cuisiné, quoi. On va avoir un couscous végétarien, lasagne végétarienne, les chili les chili sin carne à base de protéines de pois ou de soja. Voilà, dès qu'on cuisine, dès que le plat est complet, on a une bonne prise. Tout ce qui est galette avec un légume, c'est un peu moins de prise. Ok. Nous aussi, c'est les plats cuisiniers. Tout ce qui est. Comment ça s'appelle? On m'entend? Oui, on vous entend bien. Tout ce qui est chili, taboulé, tout ça, tout ce qui est plat. J'ai envie de dire plat convivial. Ouais, à partager, ok. Est-ce que, du coup, je vous invite à noter quelque part les 2 plats végétariens que vous avez identifiés qui marchent le mieux, votre restaurant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager Et puis, on va se poser du coup cette question-là. Il y en a qui ont très bien identifié ce qui marche et pourquoi ça marche. Et du coup, la deuxième phase, ça va être pour quelles raisons ces 2 plats marchent bien. Et là, vous avez noté directement, du coup, c'est la street food qui marche bien. Et pourquoi la street food? Pourquoi la street food marche mieux, du coup, que les autres? C'est les plats cuisiniers, parce que c'est convivial, parce qu'il y a un moment de partage, parce que, justement, il y a un effort peut-être de la cuisine particulière, etc. Identifier, du coup, quelles sont les raisons pour lesquelles ces 2 plats marchent bien. Si vous pouvez en identifier 2, 3 raisons, ça va nous permettre de s'appuyer dessus.
Alors moi, par rapport aux lasagnes, donc on fait des lasagnes style bolognaise, mais avec, donc, comme je disais, égrenées de pois ou de soja. On se rend compte qu'elles sont prises pas seulement par les végétariens, mais au niveau de l'aspect, on est vraiment sur une lasagne conventionnelle. Donc je pense que déjà au niveau de l'aspect, ça les rassure, ils connaissent. Ça ressemble à une lasagne bolo, hein. Et en termes de goût, ben, on n'est pas si éloigné que ça, quoi. Donc visuellement, c'est appétissant, c'est un plat complet, c'est un plat copieux. On va vers quelque chose qui nous rassure puisqu'on l'identifie. Voilà. Ouais. Pour ces lasagnes. Et après, tout ce qui est comme le couscous, le chili, on est un peu sur les mêmes démarches aussi. C'est quelque chose qui visuellement, on connaît, quoi. Totalement d'accord, oui. Moi, j'ai aussi, dès qu'il y a un plat végétarien qui a, je sais pas, j'ai envie de dire, je vais prendre l'exemple des pâtes au fromage. C'est tout blanc, et ils ne mangent pas beaucoup. Peut-être aussi, ils n'aiment pas le fromage, mais dès qu'il y a un produit qui a plein de couleurs, ils mangeront plus facilement. Dès qu'il y a dès qu'il y a du légume avec de la couleur, pas fade, une belle couleur, ils mangent plus facilement. Oui, c'est très intéressant. En effet, je pense que ça joue. On dit souvent qu'on mange avec les yeux, qu'on mange avant de manger avec les papilles. Et en fait, ce que disait Michel, c'est très intéressant aussi parce que en fait, il y a un concept en sociologie de l'alimentation qui s'appelle la néophobie alimentaire, c'est-à-dire le fait d'avoir une appréhension, en fait, d'avoir de la réticence par rapport à un produit, par rapport à un plat qu'on ne connaît pas, et de tabler sur des plats du coup qu'ils connaissent en juste les passant en version végétarienne, ça permet de ne pas avoir cette barrière-là et du coup d'inciter plus facilement et d'introduire plus facilement du végétarien auprès des convives, qu'ils soient végétariens ou non. Et c'est vraiment l'enjeu là. Hein. C'est pas de se dire on va faire des menus pour les végétariens. C'est très bien de faire une offre équilibrée pour les végétariens, mais l'idée là, c'est de faire découvrir et de permettre à tous d'avoir une alimentation plus diversifiée, incluant du coup des menus végétariens. Donc une fois que vous avez ça, vous avez identifié les raisons. Le troisième enjeu là, du coup, est-ce que ce que vous avez vu là, c'est applicable? Est-ce que c'est facteur de succès, le fait que ça soit coloré, le fait que ça soit des recettes issues des traditions qu'ils connaissent, soient populaires, soient françaises? Est-ce que le fait que il y a plein d'autres choses qui ont été dites. Est-ce que ces facteurs de succès-là, vous pouvez les appliquer à d'autres plats? Est-ce que vous pensez à d'autres plats? N'hésitez pas aussi à interagir en discussion hein, si vous ne souhaitez pas la parole ou à prendre la parole avec grand plaisir pour qu'il y ait plus de personnes qui interagissent. Nous, je vois par rapport sur le Crous, notre difficulté, c'est qu'on a plusieurs, donc sur les Puys de Loire, une quinzaine de restaurants avec des panels de consommateurs complètement différents. On a par exemple sur l'école nationale vétérinaire, on va avoir une grosse prise de végétariens, c'est aussi dû au fait de leurs études. Hein. Et à côté de ça, on va avoir des UT qui souvent sortent plutôt tout de suite du lycée et on va avoir du mal à les faire apprécier le végétarien. Donc, c'est pas, le facteur de succès à d'autres plats, je dirais que pour nous, par exemple, c'est vraiment aussi le public. Et puis aussi, on est sur des stands où on a entre 4 et 5 choix de plats principaux. Et c'est aussi en fonction de l'offre qui est donnée sur le conventionnel. Il y a des fois, on vampirise trop, le végétarien est vampirisé par l'offre qui est donnée à côté, quoi. Même si, d'un premier abord, il est appétissant et si en fonction de ce qui aurait été mis, il aurait peut-être mieux marché, quoi. Donc c'est ça aussi, faire des associations. C'est pas simple hein, d'arriver à augmenter en gamme et en offre. C'est sûr. C'est sûr que si c'est en face d'un steak frites, on comprend ou un poulet rôti ou des choses qui marchent très bien comme ça. On a des structures, tous les jours, on a steak frites hein, ou poulet rôti. Hein. Donc derrière, il faut qu'il soit super appétissant le plat hein, pour qu'il soit pris à hauteur. On a une prise à peu près de 20% sur les restaurants, entre 20 et 25%.
Ouais, c'est déjà très bien. Enfin, c'est déjà très bien par rapport aux moyennes. On arrive sur certaines structures à plus, mais le fait de... Voilà, et comme vous le disiez, on n'a pas tous les mêmes publics, on n'a pas... Ce qui est vrai, par exemple, on le voit, en tout cas en discutant avec des chefs et beaucoup de diététiciennes aussi, en fonction du public, s'il est plutôt féminin ou plutôt masculin, s'il est plutôt rural ou plutôt urbain, ou enfin plutôt dans le tertiaire ou plutôt dans l'industrie. On va avoir en fait différents panels, différentes appréciations du végétarien. Mais vous aussi, vous savez que, je sais pas, typiquement pour des convives qui sont plus enclins à manger végétarien, on peut aller plus vite et leur proposer des plats qui se rapprochent moins de la tradition. Et puis pour ceux qui vont être plus réticents, on va aller vers de la gourmandise, on va aller vers des choses qui sont à base de fromage, souvent, etc., pour donner envie. Mais je suis d'accord avec Monsieur Villain, il faut de la couleur. Plus on a de la couleur, plus c'est rehaussé, plus ça fait envie. Ouais. Très intéressant ce que vous dites, Catherine, du coup, en discussion, qu'il faut au moins présenter au moins une dizaine de fois aux enfants un plat pour qu'il soit apprécié. Si vous voulez, hop, je suis allée un peu trop vite. Si vous voulez nous en dire plus, n'hésitez pas. Bon. Pour résumer, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tout ce qu'on va voir, donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire, bon, bah voilà, vous avez des réussites, vous avez des plats qui marchent très bien. Vous avez aussi des démarches que vous avez vues, vous avez identifié qu'il faut représenter un plat plusieurs fois, qu'en fonction de ce qu'il y a en face, eh ben, c'est pas forcément que le plat végétarien, il est pas bon ou qu'il plaît pas, mais c'est qu'il était en compétition avec un truc qui cartonne à côté, et donc forcément, il a moins bien marché. Ou parfois, ça peut être une question de saison, ou c'était un plat très roboratif, très réconfortant, alors qu'il a fait très chaud ce jour-là. Il y a plein de facteurs en restauration, on sait qu'on a plein d'aléas, mais c'est intéressant de se dire, il y a les grandes tendances actuelles. Et les grandes tendances actuelles dans le végétarien, ce qui marche bien, moi, le niveau 1 des formations que je donne en restauration collective, il s'appelle végétaliser les classiques. Parce qu'en effet, on va être sur des choses que les gens connaissent. Et donc, une des premières tendances végétales actuelles, c'est de revisiter les plats traditionnels. Donc là, par exemple, un des plats, c'est un bourguignon de champignons, du coup, avec une purée dans laquelle on incorpore la protéine dans la purée, parce qu'on lie la purée avec des haricots blancs. Donc, on a revisité complètement ce classique. On joue sur la palette aromatique du champignon. On a des tronçons de carottes découpés en plus gros morceaux. Comme ça, on a une texture qui oblige à utiliser son couteau, etc. Et puis, on a une purée qui fait office de protéines. Donc, on joue en plus, en tant que cuisinier, c'est assez sympa de se dire, en fait, la garniture et la protéine, alors que généralement, en recette classique, ça va être complètement l'inverse. Est-ce que vous pensez à d'autres plats traditionnels que vous revisitez ou que vous avez envie de revisiter? Récemment, et je vous en parlais aussi, j'ai un chef qui nous a fait une blanquette de mojettes qui a très bien marché sur ses convives. Vous aurez à l'issue de cette formation quelques recettes qu'on vous enverra. Je vous enverrai notamment une basquette de haricots blancs qui marche très bien aussi. Du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut, dans le cadre du menu végétarien, soit en favorisant les légumineuses, soit en favorisant les œufs ou le fromage, revisiter comme ça des plats traditionnels. N'hésitez pas à partager en discussion si vous avez des choses que vous revisitez et vous avez envie de partager. Une deuxième grande tendance du végétarien, c'est la cuisine du monde. On en a parlé, le chili sin carne, on a toute la cuisine italienne, même si on ne la voit pas comme une cuisine du monde, mais le dal, qui souvent marche très bien en cuisine, en restauration scolaire auprès des jeunes. Et donc, du coup, là, on va pouvoir
s'amuser en se disant, bon, bah, je vais aller chercher des caries ou des colombos. À l'issue de cette formation, vous aurez aussi, on vous enverra une recette de curry aux 2 lentilles, patates douces et carottes avec, et donc qui marche très bien aussi, qui va être sur du coup la cuisine du monde. Si vous avez identifié dans vos plats que c'était ça qui marche, ce qui est intéressant, c'est que souvent on joue sur du sucré-salé. On va avoir du lait de coco, on va avoir du gras aussi qui va se mettre dedans, et c'est super important en fait de penser dans la cuisine végétarienne d'apporter du gras, parce que la viande, elle apporte du gras, et en fait, finalement, si on n'en apporte pas un tout petit peu plus en cuisine végétarienne, sachant que c'est là où est le vecteur des saveurs, bah, finalement, on a quelque chose de moins savoureux. Et puis, on va avoir les épices, on va avoir les couleurs, comme disait très bien Vincent. Et ça, c'est super important pour les convives. Troisième tendance, c'est les plats complets. On a parlé, c'est les lasagnes, c'est les parmentiers. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres plats complets auxquels vous pensez qui marchent bien. N'hésitez pas à prendre la parole ou à dire en discussion. Enfin, 4e tendance, et on l'a dit là, je vois Vincent qui remet son micro, mais allez-y. Hein. Chili végétarien, tout ce qui est à base de légumes secs, Ouais. ça marche aussi. Vous pensez pour les plats complets ou pour la cuisine du monde ou... Les deux, parce que Chili, c'est pas vraiment français, et puis c'est un plat complet aussi. Tout à fait. Là, on marie les deux, donc on a beaucoup plus de chances de réussite. Et là, les salades gourmandes, comme vous l'avez dit, salade, du coup, la couleur, mais ça va être pour les salades, mais ça va être pour... je me revois un chef qui me racontait comment il a mis du chou rouge dans son burger, et en fait, tout le monde a été... Alors que pourtant, le chou rouge, ça n'a pas forcément bonne presse auprès des collégiens, et il était là, on m'en parlait, comme quoi ça avait cartonné parce qu'il y avait cette couleur-là et que ça avait vraiment donné envie. Donc, la couleur, le fait que ça soit pimpé, tous ceux qui jouent sur des pickles, que ça soit d'oignons rouges ou des choses comme ça, pour rapporter ces petites touches comme ça de couleur, ça donne envie, ça crée la surprise, ça crée l'envie, et ça fait en fait saliver tout de suite, on le voit, les yeux sont alléchés, et donc du coup, ça donne envie de prendre le menu. Et enfin, dernière tendance, grosse tendance du marché, c'est la street food. On l'a dit, les burritos, on l'a dit, les hamburgers, les burgers, ça va être aussi les sticks de mozza, ça va être les nuggets à la protéine de blé. Enfin, tout ça, ça peut être aussi une street food qui va vers plus d'équilibre et qui est fait maison. On pense notamment aux boulettes végétariennes faites maison, aux falafels faits maison, etc. Donc, on peut avoir aussi des choses qui sont aussi qui rentrent dans l'équilibre alimentaire et qui ont cette forme de street food. Ce qui est intéressant aussi avec la street food, c'est que finalement, et on en reparlera, l'expérience sensorielle, elle est multiple. C'est-à-dire que les gens, ils vont prendre avec les mains. Et ça, c'est super important aussi d'avoir ce côté récréatif, d'associer en fait le végétarien, non pas comme on le voit d'habitude, avec un côté on nous enlève quelque chose, on est sans viande, on est vers quelque chose de sain, de healthy, d'équilibré. Donc du coup, on va se dire où est la saveur, mais quelque chose de récréatif, de ludique. Et donc, ça peut être super intéressant. Est-ce que vous pensez que vous avez il y a déjà plusieurs idées qui sont sorties? Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent à d'autres choses sur la street food? Ouais. En effet. Et donc, cas pratique par rapport à ce que vous avez identifié comme vos réussites, les facteurs de réussite, et maintenant les tendances qui se voient. En effet, je disais, bien sûr, hein, là, on fait une formation pour toute la restauration collective. Bien sûr, en scolaire, ça ne va pas forcément marcher. Mais par contre, ce qui est vrai pour les salades, c'est-à-dire la couleur, elle peut être aussi vraie en scolaire, même si souvent sur du monoproduit, ça va mieux marcher. Mais du coup, cas pratique un peu par rapport à ce que vous avez vu là des tendances et ce que vous avez constaté sur vos factures de réussite,
est-ce que vous identifiez quelques pistes pour amener vos convives vers d'autres propositions végétariennes, d'autres propositions gourmandes? Est-ce que vous dites dans ces tendances-là, en fait, moi, je n'utilise pas du tout. Il y en a une que j'ai complètement laissée de côté ou je n'ai pas du tout creusé et ça pourrait être intéressant vu ce que je vois par rapport à mes menus carnés, par exemple, qui marchent bien ou des choses de ce type-là. Nous, sur le Crous, c'est plutôt les classiques. On n'a pas trop révisité les classiques. On est vraiment resté sur cuisine du monde, plat complet, quoi. Parce que sur notre clientèle, hein, ils ont entre 18 et 25 ans. Hein, c'est ce qu'ils apprécient. Ils apprécient ça déjà à la base du carnet, quoi. Donc, mais tout ce qui est comment dirais-je, revisite des classiques, on ne s'est pas lancé dedans encore. Ouais. N'hésitez pas si vous voulez échanger, etc. Avec grand plaisir pour échanger là-dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant, peut-être pas là d'emblée. Enfin, si vous voulez prendre la parole, d'autres veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, si vous êtes moins à l'aise avec le fait de prendre la parole d'emblée, vous avez aussi une icône où vous pouvez lever la main dans les participants, dans la discussion tout à l'heure, j'ai lu qu'on parlait de desserts à base de protéines légumineuses. Et moi, c'est plus des choses comme ça qui seraient intéressantes, qu'on recherche un peu de ce genre de produits. Ouais. Ok. Ça peut être très intéressant en effet. On vous invite à la fin de la formation à vous inscrire à une newsletter pour les professionnels où mensuellement on envoie une recette végétarienne inédite et on a déjà testé des recettes de pâtisserie végétale, soit 100% végétales en se disant comment on remplace, soit qui peuvent aussi inclure des légumineuses. Et si vous voulez vous échanger vos contacts dans la discussion pour vous donner des recettes, allez-y aussi. Il n'y a rien de mieux que les échanges entre chefs et entre diètes pour accélérer les choses. Ou si la personne du coup qui a dit ça en discussion veut nous transférer, on vous mettra nos contacts. Si vous voulez nous transférer la recette pour qu'on puisse la renvoyer à tous les participants, ce sera avec grand plaisir également. Donc, juste un focus, on l'a vu sur les enjeux nutritionnels de la cuisine végétarienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a vu, finalement, il y a 3 questions qui se posent dans la cuisine végétarienne. 3 questions en fait que les convives se posent. Quand ils se posent les questions, parfois, en scolaire, ils n'ont pas forcément ça encore en tête. Mais les 3 enjeux, ça va être la satiété, la digestibilité et les carences. Et du coup, ça répond aussi, là, on vous donne aussi quelques éléments pour répondre aussi à des parents inquiets ou des choses comme ça. Mais la première question, ça va être comment est-ce que je vais avoir faim? Comment je vais avoir? Est-ce que ça va être assez, etc. Et ce qu'on regarde, en fait, c'est qu'en termes de satiété, ce qui est intéressant, les facteurs de la satiété, ça va être pour éviter d'avoir du coup faim en sortant des repas, il faut mettre des fibres dans le plat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les légumineuses, c'est plein de fibres. Il faut mettre des protéines, même s'il ne faut pas surprotéiner les plats, et on le verra parce que notre régime est de manière générale plutôt surprotéiné. Finalement, une part de protéines, les protéines ont un impact dans la satiété. Il faut varier les textures, mastiquer. Quand on a finalement un repas qui est pas, où on n'a pas besoin de mastiquer, on n'a pas cette sensation de satiété, elle vient plus tardivement et donc c'est plus difficile pour les convives de se dire j'ai plus faim, etc. Et enfin, les 2 facteurs, ça va être la qualité nutritionnelle des aliments et les quantités suffisantes. Et on va le voir dans la deuxième partie aussi, ça va être comment on dit aux gens qui vont plus avoir faim. Donc, comment dans l'intitulé, ils ont ce sentiment qu'on va prendre en compte cette peur, entre guillemets, chez eux, et qu'on va du coup avoir quelque chose de gourmand, de crémeux, qui va leur tenir au corps.
Le deuxième enjeu, comme je le disais, c'est les carences. On entend tout le temps, bah voilà, les végétariens, ils ont des carences. Un menu végétarien, c'est sans viande, donc ça va manquer de protéines. Donc, les enfants, ils vont manger quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans les assiettes, etc. Et le focus principal aujourd'hui autour de ça, c'est autour des protéines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, toutes les études de nutritionnistes le montrent, et notamment l'ANSES, qui est l'Agence nationale experte en la matière, nous le dit, notre régime général en France, il est plutôt surprotéiné. On consomme plutôt plus de protéines, y compris les jeunes, que ce qu'il faut, que l'équilibre dans notre alimentation. Et par contre, on a des vrais manques dans notre équilibre alimentaire. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que le menu végétarien, ça peut être aussi la possibilité d'impulser du coup et de vraiment tabler sur ces manques pour pouvoir revaloriser la part de notre assiette qui est dédiée à ce dont on a besoin. Donc les fibres. On manque de fibres dans notre alimentation générale. Ce qui veut dire qu'en fait, on a aussi, on a une moins bonne digestion, mais ça peut être aussi des risques, ça peut entraîner des risques comme en termes de digestion, en termes d'obésité, etc. Donc, tabler sur les fibres, ça va être super intéressant. Les légumineuses en sont pleines, et puis les fruits, les légumes. Les céréales complètes, toutes les céréales complètes, semi-complètes, les intégrer va être très intéressant. Les fruits et légumes frais, les légumineuses, on n'en consomme pas assez, et le bon gras. Et ce que je disais, en fait, il ne faut pas avoir peur. Alors, je ne dis pas de tout frire à l'huile, etc., surtout vu le prix de l'huile en ce moment, mais en tout cas, d'inclure des bons gras et d'inclure des huiles, première pression à froid, ou d'inclure ça va permettre, non seulement ça va jouer un double rôle, non seulement ça va apporter des choses qui nutritionnellement sont intéressantes, mais en plus, ça va booster les saveurs de vos plats. Et enfin, sur la digestion. Et la digestion, le nombre de chefs qui me disent « Ah bah moi, ils ont peur, les convives ont peur de mal digérer » ou j'ai eu des petits problèmes d'ajustement au début du menu parce que c'était pas forcément évident ». Donc ça peut être inclure petit à petit, les légumineuses notamment. Et super intéressant d'avoir des desserts à base de légumineuses. Ça, c'est top parce que, comme vous l'avez dit dans la discussion, d'une part, ça fait complètement illusion. Et deuxièmement, ça permet de l'introduire dans leur menu et donc du coup, qu'ils arrivent à le digérer petit à petit plus facilement. Les entrées à base de légumineuses aussi ont ce rôle-là. Deuxième chose pour les légumineuses, pareil, respecter le temps de trempage ou favoriser les cuissons longues. On pense aux cuissons de basse température qui permettent du coup d'avoir une cuisson longue dans le temps et donc du coup d'avoir quelque chose qui est plus digestif. Les épices et aromates carminatives. Alors, carminative, c'est un bien gros mot. Vous allez me dire, mais c'est en fait des choses de l'ordre du bon sens en fait qu'on avait déjà. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais souvent, quand vous cuisinez les lentilles, vous mettez une feuille de laurier ou votre grand-mère en mettait. Ou, voilà. Et en fait, c'est parce que ça a une vertu, le laurier. Non seulement c'est appétissant, mais en plus, ça a une vertu qui permet en fait d'éviter les gaz, etc. Il y a plusieurs épices qui le permettent aussi. Le cumin, la coriandre notamment. Et donc, du coup, c'est des choses, parfois, vous le faites vous-même. Enfin, j'avais une chef qui me disait, je mets toujours du cumin quand je cuisine des lentilles. Et en fait, sans le savoir, c'est parce que l'association, en fait, le cumin a des propriétés qui sont intéressantes. Et enfin, associer un élément acidifiant. Donc, ça peut être la tomate, le citron, le vinaigre, etc. Juste un trait, mais qui permet en fait de permettre une meilleure digestion des légumineuses. Donc, voilà, ça peut être, je ne sais pas si c'est des choses que vous faites déjà, mais en tout cas, vous pouvez vous appuyer dessus pour répondre à ces préoccupations de vos convives. Quelques conseils pratiques par rapport à ça, pour introduire plus de végétal, et je l'ai déjà dit, réaliser des entrées à base de légumineuses. Ce qui a le double effet intéressant, c'est si vous avez notamment, je pense, les crousses, vous avez déjà une option végétarienne quotidienne, mais pour ceux qui n'ont pas encore l'option végétarienne quotidienne, qui sont en self et qui ont identifié qu'ils ont des convives végétariens, c'est super intéressant parce que vous pouvez permettre d'équilibrer l'assiette, le menu complet des végétariens en introduisant des légumineuses dans l'entrée. Mais vous allez aussi pouvoir vous amuser, tester des choses sur une plus petite portion, tester si des associations de saveurs marchent bien auprès des convives, etc. Et puis permettre d'introduire petit à petit plus de
de légumineuses et de végétales dans leur alimentation. Deuxièmement, c'était dans la slide avant qu'on se voit, mais c'est sorti dans la discussion avant et c'est top. Réaliser des desserts 100% végétales ou à base de légumineuses. Ça aussi, ça permet. Autoriser maintenant une incitation directe un peu plus bizarre, qui semble un peu plus bizarre, autoriser les plus jeunes à manger avec les doigts. En fait, si vous regardez, moi j'ai fait l'expérience en fait sur mon fils qui a 3 ans et demi. Et je me suis dit, c'est bizarre, en fait, il adore la street food et il adore l'apéro. Ce que beaucoup d'entre nous aiment bien et ce que beaucoup de jeunes aiment bien. Et je me suis dit, bien sûr, il y a le sel, bien sûr, là, il y a le gras, etc. Mais en fait, je me rendais compte que dans l'apéro, il se jetait aussi sur des légumes coupés en tronçons, etc. Et qu'en fait, c'était le fait de manger avec ses doigts qui rendait le truc beaucoup plus fun et qui donnait un caractère beaucoup plus ludique. Et j'arrivais à lui faire manger beaucoup plus de choses qui me semblaient vraiment pas forcément plaire à un enfant parce qu'il avait ce côté-là. Donc, de se dire comment je fais pour soit couper mes légumes, soit mettre une sauce à côté, soit repenser les choses pour leur permettre en fait d'avoir ce côté ludique, d'avoir ce côté récréatif en fait avec le menu végétarien. Je ne sais pas si certains ont déjà testé des choses dans ce goût-là et veulent partager. N'hésitez pas en tout cas, mais à tester. Et enfin, ça c'est vraiment une astuce que certains chefs en tout cas c'est quelque chose que certains chefs font et je trouve ça très intéressant dans l'esprit. Mettre à la carte un dessert très gourmand le jour du menu végétarien. Et là, je m'adresse notamment beaucoup aux scolaires qui ont un menu unique. En fait, pour certains, l'introduction du menu végétarien, et notamment quand c'est un menu unique, a été vue comme quelque chose qui était une obligation, qui n'était pas forcément facile, qui ne comprenaient pas, et notamment les gens qui servaient aussi auprès des jeunes convives, voyaient ça comme une imposition d'un régime particulier. Et donc, il y avait cette ambiance-là autour du menu végétarien qu'on ne comprenait pas trop. Et le fait d'associer un dessert gourmand, au départ, souvent, ça a été fait pour que les enfants mangent quelque chose parce qu'on avait peur qu'ils ne mangeaient pas le menu végétarien. Mais au final, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de faire ce moment-là du menu végétarien un moment de gourmandise et de l'associer, en fait, dans l'esprit des enfants, à se dire, ce jour-là, en fait, va y avoir de la gourmandise au menu. Et du coup, de faire cette association que gourmandise et végétarien, ça peut aller ensemble, ça va ensemble. Et du coup... de lever des freins comme ça. Et bien sûr, de penser à un menu végétarien en soi qui soit gourmand, mais on sait aussi l'importance du dessert dans le menu. Je ne sais pas si certains... je ne comprends pas, Michel, du coup, ne vont-ils pas que manger le dessert gourmand? Ah, bah ça, c'est tout le. Il va falloir, comme il faut que le menu végétarien soit, qui va être en compétition avec le street food, peut-être qu'il va être en compétition avec le dessert gourmand, mais il y a aussi cet enjeu aussi là de se dire, en fait, viens après le dessert gourmand, donc mange bien ton assiette, et puis du coup après il y aura ce dessert-là. Pas de souci, je comprends, pas de micro, ça arrive souvent. Au final, on s'est compris, donc tout va bien. Mais voilà pour quelques... Je ne sais pas si vous avez d'autres astuces, vous, auxquelles vous pensez que vous avez déjà mis en place pour que le menu végétarien marche, pour introduire plus de végétal dans leurs assiettes, les assiettes de vos convives. Je vous pose beaucoup de questions, mais bon, on continue. On continue sur adapter son offre végétarienne. Donc là, on a vu en gros les évolutions de la consommation générale, comment vous pouvez du coup adapter ça à vos convives et identifier quelles sont les tendances qui pourraient marcher auprès de vos convives. Et là, on va s'intéresser à présenter son offre végétale et du coup, comment on adapte tout ce qu'il y a autour de l'offre.
Et on va commencer par parler de ce monsieur-là, qui est monsieur Parmentier. Donc, son nom vous est forcément familier, mais c'est l'ingénieur agronome qui a introduit la pomme de terre en France, en tout cas qui l'a popularisée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, donc on est fin du 19e siècle, du 18e siècle, pardon. Et en fait, la pomme de terre n'est pas du tout populaire en France. Elle sert à faire manger les animaux ou elle sert à nourrir les prisonniers. Et donc, du coup, on voit ça comme vraiment un objet de punition de manger de la pomme de terre. Et on en a peur parce que, en termes de cuisson, etc., ça nous fait assez peur. Et en fait, cet ingénieur-là va être fait prisonnier en Prusse et donc, du coup, va manger de la pomme de terre et va trouver qu'il y a des vrais... pardon. Elle va trouver qu'il y a des vrais... que c'est très intéressant parce que ça pousse très bien et que du coup, ça pourrait nourrir des populations très importantes. Il se dit, mais comment je fais pour que ça devienne populaire, pour que les gens aient envie de manger la pomme de terre? Donc, il va en fait faire pousser des champs de pommes de terre. Il va faire garder les pommes de terre la journée par des gardes royaux, du coup. Et le soir, les gardes vont s'en aller. Et en fait, la population va commencer à se dire que la pomme de terre est précieuse, que si on la fait garder, c'est qu'il doit y avoir un enjeu, etc. Et donc, les gens, en fait, vont commencer à voler les pommes de terre la nuit. Et c'était vraiment ce sur quoi ils comptaient pour que ça s'introduise chez les gens, etc. Donc, en fait, on voit que les marqueurs de choses qui sont à nous, voilà, la pomme de terre, il n'y a rien de plus populaire en France aujourd'hui, finalement, au début de son introduction en France, a rencontré les mêmes enjeux, la peur de la population, le fait que ça soit mal vu, que ce soit pour des gens, mais pas pour nous, etc. On voit qu'il y a vraiment des similarités avec l'introduction du menu végétarien. Donc on peut se dire que peut-être dans 2 siècles, le menu végétarien sera aussi populaire que la pomme de terre, c'est dire. Mais pour ça, il faut du coup avoir des stratégies, un peu comme M. Parmentier. Et donc, parmi les plats suivants, lequel donne le plus envie? Je vais désigner comme ça les gens, comme ça on fait participer un peu du monde. Est-ce que Alice, vous pouvez me dire, parmi les 2 burgers du haut, quel est celui qui vous donne le plus envie? Oui, c'est le deuxième, le burger maison au rôti fondant de pommes de terre, je pense. Et pourquoi? Je pense qu'il faut éviter de mettre déjà le mot végétarien, vegan dans l'appellation des recettes. Et puis là, c'est plus gourmand, quoi. Ouais. Voilà. Top, c'est exactement ça. Sur les spaghettis, est-ce que Céline, entre la première spaghetti et la deuxième, qu'est-ce qui vous fait le plus envie? Peut-être que vous n'avez pas de micro. Non. Est-ce que Alain, alors, entre les premières spaghettis et les deuxièmes, quelles sont celles qui vous donnent le plus envie? Personne n'a de micro. Donc, entre les premières et les deuxièmes spaghettis, je pense que tout le monde préfère la première, qui a cette idée que voilà, il y a un chef derrière, il y a quelqu'un qui a mis la main à la pâte, qui a donné du coup beaucoup de saveur à ces spaghettis et à cette bolognaise. Pour les 2 chilis, est-ce que Jean-Philippe, du coup, vous avez une préférence? Savoureux, sans aucun doute. Et pourquoi alors? Ben, ça permet de travailler un peu l'imaginaire et voilà, ça référence tout de suite. Parce que le premier, c'est sans viande, sans quelque chose. Donc là, il n'y a pas photo non plus. C'est sûr. Très bien. Et les 2 dernières lasagnes, est-ce que, du coup, Catherine, entre la lasagne végétarienne et l'autre?
Les lasagnes d'automne aux noix croquantes, c'est sûr que c'est beaucoup plus parlant. Et pourquoi ça vous parle plus? Parce que on imagine le produit en plus croquant. Enfin, voilà, oui, ça désigne. Enfin, voilà, là, on est dans l'imagine. Enfin, on imagine bien ce qu'on va goûter, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est ce qui va être... Merci beaucoup à aux participants à ce petit jeu-là. En effet, hop, on va le voir. Donc, on était tous d'accord sur ce qui nous évoquait plus de gourmandise. Et ce qui va être intéressant là, c'est de se dire, bah, c'est quoi finalement le dénominateur commun de cette gourmandise et est-ce qu'on peut l'appliquer, nous, à nos plats qu'on sert ou au menu qu'on met en avant pour nos convives. Sur le nom des plats, on a vu, et c'était le cas pour le savoureux, etc., pour le croquant, finalement, en fait, ce qui va marcher, ce qui va être très évocateur, ça va être tout ce qui va rappeler la saveur, la couleur, la texture. Donc, dès qu'on va parler de croustillant, de crémeux, d'onctuosité, de gourmandise, etc., dès qu'on va dire, par exemple, que c'est un curry jaune ou un curry rouge ou un curry vert, tout ce qui va donner de la couleur, hein, on en parlait tout au début, mais c'est très important aussi. Et puis voilà, la texture, qu'est-ce qu'on va avoir en bouche? En fait, tout de suite, on s'imagine ce que ça va nous apporter comme plaisir. Deuxièmement, ce qui va être très intéressant, c'est la provenance. Quand on parle de chili mexicain, bien sûr, souvent, quand on dit chili con carne, c'est induit, mais quand on va parler de curry thaïlandais, quand on va nommer parce qu'une céréale, parce qu'une légumineuse, et on a un terroir végétal extraordinaire, donc autant s'appuyer dessus. Quand on va avoir une IGP, etc., autant la mettre en valeur, ou une AOP comme les lentilles vertes du Puy. Deuxième, par contre, ce qui n'est pas à faire, c'est de mettre végétarien, vegan, sans viande. Tout ça, en fait, ce qu'on s'est aperçu, et ça c'est lié à des études qui ont été menées sur le terrain en nommant en fait sur des cartes différents plats le même plat de manière différente, on s'est aperçu que le taux de prise, et ça a été fait sur des restaurants commerciaux, hein, pas forcément collectifs, mais a fortiori, c'est vrai pour le collectif aussi. En fait, on s'aperçoit que le taux de prise change complètement. Parce que quand on a vegan, végétarien ou sans viande, finalement, beaucoup de gens se disent, c'est pas pour moi. Le menu végétarien, je ne suis pas végétarien, pourquoi je le mangerais? Alors que les lasagnes d'automne aux noix croquantes, bah, finalement, j'aime bien les légumes d'automne et donc du coup, ça va être beaucoup plus évocateur. Pareil, pour les régimes, quand on dit que quelque chose est santé, léger, protéiné, équilibré, finalement, ça va se rentrer en contradiction dans notre cerveau avec le fait que ça soit gourmand, avec le fait qu'on prenne du plaisir, avec le fait que ça soit assez, que ça nous apporte de la satiété. Et finalement, même si on se dit ça peut être intéressant, on voit que le taux de prise, il va avoir tendance à baisser. Donc, ce qui est intéressant aussi pour les plats, ça va être intéressant a fortiori pour le menu. Aujourd'hui, on a beaucoup sur les cartes de restaurants collectifs le menu végétarien qui est intitulé comme tel. Parfois, c'est pour des raisons politiques, c'est les élus ou c'est ce qu'ils veulent. Mais parfois aussi, c'est parce que la loi a entraîné une nouveauté et donc, du coup, on voulait en informer les consommateurs et les convives. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale là-dessus. On n'est pas obligé d'intituler, comme on ne met pas un menu avec viande, menu végétarien, menu avec viande, on n'est pas obligé de mettre menu végétarien finalement. Donc c'est intéressant de se dire, on peut aussi supprimer cette appellation si on voit que ça crée en tout cas du conflit ou en tout cas ça crée des tensions, on peut l'enlever. On peut ajouter à la place aussi d'autres alternatives. Si on veut toujours garder du coup un label, beaucoup ont choisi le terme de menu alternatif. D'autres ont fait d'autres choix. Par exemple, Lyon a choisi à la rentrée d'appeler son menu quotidien Jeune Pousse. Donc ça peut être aussi... voilà. On a certains restaurants qui disent menu pour ma planète, pour insister sur la question écologique, la question de la santé, en fait, quand on voit
le régime santé équilibré a tendance à baisser le taux de prise. Par contre, faire appel à justement le fait de faire un geste pour la planète ou l'enjeu écologique, notamment chez les Crous. Le Crous de Grenoble a fait une frise pour montrer du coup l'impact carbone de chaque assiette. Et en fait, on voit que ça a plutôt un impact positif sur le taux de prise. Les gens se disent « Ah bah tiens, aujourd'hui, je vais manger végétarien parce que je fais un bon truc pour la planète. » Et enfin, la petite feuille verte qui permet aussi d'indiquer, en étant plus discrète que le fait d'avoir végétarien et en étant aussi moins clivant parce que ça s'adresse à plus de monde. Je ne sais pas si vous avez du coup opté pour une autre, pour appeler différemment ou pour une autre chose sur votre menu végétarien. Au Crous, par exemple, ou... ouais. Nous, on n'a pas de menu végétarien, on a des plats végétariens. Et on n'a pas de dénomination spécifique. On va avoir un buffet d'entrée, un buffet, enfin, après, on a des scrambles de comment ça s'appelle, de plats et la même chose en dessert, mais on n'a pas un menu listé végétarien. Ok. Mais juste, par exemple, pour on a juste des îlots où on va l'appeler l'îlot végétarien, mais on ne va pas aller mettre jeune pousse ou des choses comme ça, quoi. On nomme îlot végétarien, quoi. Voilà. Très basique. Ok. Est-ce que d'autres font autrement? Hop. C'est intéressant en tout cas de se dire, parce que là après on va voir la localisation des plats et justement sur la question d'îlot, on va y revenir là-dessus. Comment on nomme, c'est très intéressant, comment on présente les plats, on sait que c'est super important aussi. Là sur la promotion en fait, on va pouvoir mettre en avant le plat végétal. Le fait de l'appeler plat du jour, de le mettre en plat du jour, le fait de l'appeler suggestion du chef, de l'appeler plat revisité, etc., ça va donner envie, en fait, ça va permettre de promouvoir ce plat-là et de montrer aussi, ce qui est très intéressant, c'est que montrer qu'en fait, il y a eu autant d'investissement de votre part sur ce plat-là, voire souvent, en fait, on s'aperçoit que les chefs, vu que c'est nouveau, investissent quasiment plus dans ces plats-là. Et donc, du coup, il faut le valoriser auprès des convives. Il faut en être fier de ce plat-là. Vous l'avez mis au menu ou vous l'avez cuisiné. Et donc, du coup, le mettre en avant, ça permet de lui faire honneur. Le fait de le mettre aussi en gras, en gros caractère ou en premier sur le menu, en fait, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur le taux de prise. Pour ceux qui sont en self, notamment, c'est intéressant, quoi. Sur la localisation, il va y avoir des enjeux aussi sur, par exemple, le proposer par défaut. Le fait que ça soit le premier dans la file qu'on a, ou le fait que si on ne vous demande pas spécifiquement un menu, enfin un plat, en fait, c'est celui-ci qui est servi. Ça va avoir un impact énorme. On le voit par exemple si pour faire un pas de côté, certaines compagnies aériennes ont commencé à faire ça, à proposer par défaut en fait, le menu végétarien. Et le taux de prise a été doublé, voire plus, rien que par ce biais-là. Parce que finalement, les convives, on peut avoir l'habitude de demander quelque chose parfois. Donc, de le mettre en premier dans la file, de le mettre en avant dans les vitrines. Parfois, j'ai rencontré des chefs, leur menu végétarien, ils le cachent. Ils le mettent derrière. Il faut le demander si on veut. Il n'est pas présent, etc. Alors que le mettre en avant dans la vitrine, bien quand c'est bien aéré, etc., qu'il est bien identifié, bien visible, du coup, ça va donner envie de le prendre. Et enfin, de mettre un plat en démonstration aussi. Dernièrement, en scolaire, du coup, en collège, c'était des spaghettis à la bolognaise de lentilles. En fait, la chef avait vraiment fait un beau dressage à l'entrée du self, etc., avec ce plat-là. Et en fait, elle a eu un taux de prise génial
parce que les convives savaient ce que c'était, ils savaient ce qu'ils allaient avoir dans l'assiette. Et puis, ça permettait du coup qu'ils comprennent en fait quels éléments allaient avec quoi, que la bolognaise, elle allait avec les lentilles, elle allait avec les spaghettis. Et donc, du coup, ça favorisait en plus le service, etc. À pas faire à l'inverse, c'est bien sûr mettre le plat végétarien en dernier sur la file. Ça, on peut être sûr que du coup, certaines personnes qui auraient pris le plat végétarien du coup vont avoir déjà choisi un autre plat et peut-être vont se dire ah mince, celui-là me faisait bien envie. Obligé à demander le plat, donc le cacher ou en réserver que quelques portions pour les gens qu'on sait qui sont végétariens et qui vont le prendre. Ça m'est déjà arrivé en restaurant scolaire. Et séparer le stand végétal du reste des stands. Souvent, pour des questions de dynamique, de flux, etc., c'est privilégié parce que c'est plus facile. Mais finalement, le fait de ne pas avoir d'option végétarienne, quel que soit le stand où on va réduire la proportion des gens qui vont le choisir. Donc, intéressant d'avoir un stand végétarien, à voir s'il peut y avoir d'autres propositions végétariennes ou un petit peu du végétarien dispatché pour augmenter le taux de prix si ça vous intéresse. Après, hop, je regarde un peu. Je regarde un peu dans la discussion ce qui a été dit. Hop, j'ai passé un peu vite. Cas pratique, du coup, maintenant qu'on a vu les conseils pour nommer, présenter et localiser le plat, est-ce que vous pouvez identifier, du coup, on vous avait invité à vous munir de votre menu du mois pour le regarder. Est-ce que vous pouvez identifier une recette de votre menu qui n'applique pas ces conseils? Trouver un intitulé, du coup, un nouvel intitulé qui serait plus alléchant et nous partager l'intitulé avant et après, que ce soit dans la discussion ou en prenant le micro, juste là. Je vous laisse une petite minute pour identifier du coup la recette et voir comment la transformer, comment lui mettre en avant ses couleurs, sa texture, sa provenance ou tout autre conseil. En tout cas, dans la discussion, c'est très intéressant du coup ce que vous avez partagé. En effet, de faire de mettre l'accent sur ce qui compose le menu. Et on a fait il y avait la remarque un peu plus haut sur notamment les spaghettis bolognaises, de se dire il faut peut-être mettre l'accent sur en effet le fait que ce soit une manière revisitée, une sauce façon bolognaise pour que ce soit identifié par les convives, mieux identifié par les convives. On passe du coup au conseil pratique sur cette adaptation de l'offre. Un conseil pratique qui peut être pour justement booster le taux de prise, et on l'a vu, ça va être des incitations directes qu'on peut faire et qui marchent notamment en self, pour dresser à l'avance uniquement le plat végétarien en self. On l'a vu, le fait de devoir dresser une assiette, de bien dresser une assiette, ça peut avoir un impact. Je pense, là, on l'a beaucoup dit en self, mais pourquoi pas le tester auprès de convives en scolaire,
On sait que parfois, le fait que ça arrive en barquette ou même en grand plat, le convive ne va pas forcément se dire qu'est-ce que je vais avoir dans l'assiette in fine. C'est parfois difficile de transposer ce qui est dans un plat familial dans son assiette. Et donc, du coup, le fait de voir une assiette bien dressée, ça peut participer. C'est le cas aussi, il y a un côté pratique en fait chez les convives. Vous le savez, parfois ils ont peu le temps de manger ou ils vont un peu en mode automatique. Et le fait de dresser à l'avance, c'est un chef d'un lycée franco-allemand qui fait ça. Quand il a l'option végétarienne, du coup, il dresse à l'avance uniquement le plat végétarien et s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de taux de prise parce que les convives, ils vont prendre la première option qui s'offre à eux. Faire goûter un échantillon. Ça marche super bien aussi. C'est de se dire, si vous faites un plat végétarien et a fortiori s'il est en compétition avec un plat qui cartonne ce jour-là, n'hésitez pas à faire des petites portions qui vont que les autres convives vont pouvoir goûter. Ça permet en fait d'introduire du végétarien et on l'a vu, certains ont dit il faut présenter 10 fois un plat à des jeunes convives pour qu'ils adhèrent à ce plat et qu'ils soient appréciés. Et ben, ça va être pareil selon les générations. Parfois, le fait de rencontrer un plat pour la première fois, ça fait un peu peur de se dire je vais prendre que ça en plat principal. Mais une fois qu'ils l'auront goûté, on a déjà eu sur le bourguignon de champignons des super retours où des convives l'ont pris en échantillon et on dit en fait c'était super bon, la prochaine fois je reviendrai, la prochaine fois qu'il sera au menu, je prendrai ce plat-là. Associer les convives à la démarche, c'est super important aussi. On a pas mal de chefs qui font voter les convives ou leur demandent leur avis. Et leur demander leur avis comme ça à la cantonade, de se dire, n'hésitez pas à me dire votre retour quand vous aurez fini, etc., le plat. Mais ça peut être aussi d'installer un petit dispositif pour faire voter les convives. Est-ce que vous avez aimé, oui, non? Ce qui permet en fait de les inclure vraiment dans cette démarche-là. Et on voit que c'est tout nouveau le menu végétarien. Donc le fait de se dire, on prend en compte vos attentes, on prend en compte ce que vous souhaitez. Et ça peut être aussi pourquoi pas, de faire une boîte à envie ou de les inviter à marquer des recettes qu'ils aimeraient voir en végétal, etc., pour vous donner des idées. En tout cas, les inclure, c'est super intéressant dans la démarche. Pour nommer les plats aussi, on le voit, c'est important sur les cartes, mais pour faire un petit pas de côté par rapport à ce qu'on a dit sur nommer les plats différemment, c'est important pour les convives, c'est important aussi pour les gens qui accompagnent les convives, notamment en scolaire. Parfois, les jeunes, les enfants ne vont pas forcément lire le menu. Par contre, les gens qui sont en office de réchauffe, notamment en cuisine centrale, pour les cuisines satellites, ils vont avoir tendance à lire le menu. Et donc, du coup, d'avoir ces adjectifs sur lesquels s'appuyer pour, quand les enfants disent c'est quoi, de dire c'est une purée onctueuse au haricot blanc ou c'est un savoureux chili mexicain, etc. Ça va faire la différence parce qu'ils auront du coup un vocabulaire plutôt que c'est juste le menu végétarien sans viande. Donc, faire voter les convives, les impliquer, c'est super important. Une autre manière de les impliquer, c'est de mobiliser les autres convives. Notamment, je vous ai parlé de ce chef qui avait fait une blanquette de mojettes. En fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait permis aux éco-délégués, il avait invité les éco-délégués à faire goûter à leurs autres convives, à leurs camarades, le menu végétarien quand ils ne l'avaient pas pris. Et en fait, grâce à la combinaison de faire des échantillons, de demander l'avis aux convives et de mobiliser les autres convives, ça demande un dispositif, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez forcément faire tous les jours, mais qui peut être très intéressant. Il s'est rendu compte qu'en fait, 60% de ses convives avaient testé le menu végétarien ce jour-là. Donc, quand on voit qu'un taux de prise, on le disait au départ, un taux de prise où on se dit « Ah, ça commence à être bien », c'est de l'ordre de 25%. 60% de gens qui goûtent, c'est chouette. C'est vous dire aussi l'avant-garde du menu scolaire en primaire et maternelle, où vous avez un menu unique où tout le monde mange le menu végétarien. On est bien dans l'avance aussi. Mais du coup, sur les éco-délégués, ils ont non seulement fait goûter, mais aussi ils ont demandé aux élèves de voter. Et ce qui s'est passé, c'est que le chef s'est aperçu que 90% des jeunes avaient aimé le plat. Et ça, quand on sait que parfois c'est dur de faire un menu végétarien, on se dit mais est-ce que ça ne va pas finir à la poubelle, etc. De se dire
ce chef-là qui se disait, bah, en fait, je me suis donné du mal, j'ai fait une blanquette, etc. J'ai mis du cœur à l'ouvrage. Et en plus, du coup, après, ils m'ont dit que c'était bon. Voilà, ça l'a super motivé. Et c'est important aussi de se donner des bons feedbacks parce qu'on sait que parfois, c'est juste les gens qui n'ont pas aimé le plat qui vont nous donner leur avis, alors que la plupart des autres l'ont apprécié. Associer le végétarien à un moment festif, ça peut être aussi une bonne manière de l'introduire. Et là, organiser des journées événementielles ou thématiques, ça peut être intéressant, notamment pour les journées thématiques. On pense, il y a eu des journées autour de l'Europe, autour en début mai, faire une journée, je sais pas, on parlait de paella du coup végétarienne, faire une journée autour de l'Espagne avec une paella, etc. Ça peut être très sympa. Ou en journée événementielle, on a aussi une association qui s'appelle Assiette Végétale qui organise des semaines vertes dans les assiettes, donc qui met à disposition en fait des restaurants collectifs de l'affichage, de la communication. Des panneaux autour pour sensibiliser aux enjeux écologiques, pour importer un peu de nouveauté et qui, du coup, permet aux chefs pendant toute une semaine en fait, de proposer une option végétarienne quotidienne et d'avoir justement cette animation dans le restaurant où on voit qu'en fait, le taux de prise aussi augmente autour de cette semaine-là parce qu'il y a cette animation autour. Donc voilà un peu pour les trucs et astuces. Est-ce que vous pensez à d'autres? Est-ce que vous avez en tête d'autres choses que vous avez mis ou vous vous êtes dit, j'ai vu que ça avait un impact sur le taux de prise Chez nous, après, c'est une petite école. On fait 130 couverts à la journée. Le travail sur les menus végétariens a été fait déjà en amont. On a beaucoup discuté avec les enfants. Il y a eu avec le centre de loisirs, ils ont fait des ateliers sur le menu végétarien. Et c'est pour ça que tout ce qui était végétarien était accepté quasiment tout de suite. Parce que tout le travail était fait en amont. Ok. Et du coup, vous êtes mis en lien, enfin, ça a été en lien avec le centre aéré. Vous avez participé, vous avez été associé Oui, mais comme moi, je suis à de base, je ne suis pas vraiment un végétarien. J'avais beaucoup à apprendre déjà à l'origine. Donc, moi, j'ai appris parce qu'il y avait à cette époque-là, on avait une animatrice qui était très sensible aux végétariens, protection planète et tout. Et c'est avec elle surtout qu'on avait travaillé à l'époque. Ok. Donc même sur vous, en fait, ça a eu un impact positif. Voilà. Moi-même, je mange moins de viande qu'avant. Voilà. Oui, c'est intéressant. Il y avait dans la discussion, c'est un peu plus haut, quelqu'un qui disait de dire comment le végétarien permet aussi d'investir dans la qualité des produits et notamment dans les viandes de qualité. Et ça, je pense que c'est très vrai. Alors, je ne sais pas si ça marche sur les convives, mais en tout cas, sur les parents, c'est important de montrer. Hein. Et la loi Egalim, on n'a pas parlé, mais la loi Egalim, elle a vraiment été pensée comme ça. L'expérimentation et l'arrivée du menu végétarien, l'introduction du menu végétarien a précédé les obligations liées au SICO et au bio, etc. Le but était d'avoir un menu végétarien qui permette vraiment de dégager des marges financières pour pouvoir réinvestir au bout, une fois qu'il aurait bien été mis en place, dans la qualité des produits. Catherine, vous nous dites faire deviner les ingrédients aux enfants, en particulier les épices. C'est quelque chose que vous mettez en place? Alors, c'est pas systématique, mais ça s'est passé à un moment avec quelqu'un qui a remplacé notre cuisinier, qui était un peu
qui était animateur en même temps et qui a pas mal fait ça. Il avait ramené notamment de la vanille, je ne sais plus quel pays, et voilà, il leur a montré les gousses de vanille, il leur a expliqué d'où ça venait. Enfin voilà, il les a fait voyager par ce biais-là. Mais nous, on est une toute petite structure, on peut se permettre ce genre de choses. Il y a une 50aine d'enfants, voilà. Donc, c'est super intéressant. C'est pas forcément les mêmes choses quand il y a des grosses structures, mais justement, c'est un de vos avantages en termes de petites structures de pouvoir faire ça, et c'est génial. Dans les grosses structures, parfois, ils mettent pareil, le fait d'avoir des épices ou même les ingrédients bruts. J'ai vu pas mal de chefs de se dire, même que ce soit carné ou végétarien, de se dire, le jour où je fais une basquaise, je mets un poivron pour qu'ils associent, pour qu'ils voient ce qu'il y a dans l'assiette, etc. Donc, j'ai iPhone 8, mais je ne sais pas votre nom qui a levé la main. Vous m'entendez, oui? Oui, très bien. Oui. 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 Pour moi, en fait, je pense qu'il ne faut pas associer végétarien et un produit industriel. Je m'exprime dans le sens où si on veut leur faire aimer du végétarien, il faut vraiment que ça soit du fait maison et pas travailler sur des produits, des légumes surgelés. Enfin voilà, quoi. Je pense qu'il faut vraiment rester là-dessus pour leur donner le vrai goût, en fait. Pas tricher avec des goûts qui ont la moitié un goût de flotte, en fait, au bout du compte. Et du coup, pour le convive, c'est pas gustativement, c'est pas appréciable. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Je pense qu'il y a beaucoup cette démarche. Alors, je m'entends en écho. Ouais, c'est bon. Il y a beaucoup cette démarche, en effet, de se dire que le menu végétarien, notamment parce qu'il s'inclut dans l'alimentation durable. Comment? Vous m'entendez plus très bien? Ouais, je vous entendais plus très bien. Ouais, je n'ai pas trop de réseau. Je pense qu'il faut couper votre micro parce que du coup, ça fait écho, c'est pour ça aussi. Mais en effet, je pense qu'il y a le menu végétarien, de l'inclure dans la cuisine durable et de se dire, voilà, on va le manger plus local, plus de saison, on va faire attention à ce que ce soit plus de qualité et donc du coup que le fait maison soit au centre de l'assiette. C'est partagé par beaucoup de cuisiniers. Je pense que c'est une très bonne chose. Après, parfois, on a des impératifs et on le sait aujourd'hui avec la pression qu'il y a autour des ressources humaines dans certaines cuisines, c'est pas forcément facile de faire du fait maison tous les jours, et c'est là que ça va être intéressant aussi de regarder quand il y a des préparations intermédiaires, comment elles sont composées, comment on peut s'en rapprocher, on se rapproche plus du fait maison, mais en tout cas ça c'est vrai que quand on va vers voilà la vraie les vrais produits, des choses, moi, dans les recettes que vous allez recevoir, du coup, on travaille la légumineuse brute parce que non seulement c'est intéressant nutritionnellement, mais en termes de goût, mais aussi en termes économiques. Si on veut dégager des marges de manœuvre, c'est juste sûr que les produits industriels ne permettent pas de faire ça et finalement, du coup, vont pas dans cette logique-là. Je regarde dans la discussion, il faut donner du sens au plat végé, et en termes de matière de communication, en effet, ça peut être intéressant. De vous rapprocher d'acides végétales. Je regardais du coup Michel pour avoir ces infos-là. Et puis si Vincent, vous avez des infos en termes de communication, ça peut être intéressant aussi de les partager. Et ça fait extrêmement bien la transition, merci Michel, vers la dernière partie qui est consacrée aux autres ressources que vous allez pouvoir mobiliser sur ces questions-là. Et donc, je laisse la parole à Marion. Oui, alors quelques ressources que le gouvernement a mis en place suite à la loi Egalim notamment, que vous pouvez retrouver, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a un guide pour le plan pluriannuel de diversification des sources de protéines, qui est obligatoire pour toutes les cantines à partir de 200 couverts, il me semble. Et le guide pour la mise en place de menus végétariens en milieu scolaire, donc il y a notamment quelques recettes. Et puis, depuis la loi climat, là, donc depuis 2021, il y a aussi la possibilité d'entrer dans l'expérimentation d'une option végétarienne quotidienne pour le scolaire. Et du coup, il y a
un site, une plateforme qui a été mise en place par le gouvernement pour à la fois mesurer ses avancées par rapport à la loi Egalim et également si par exemple vous commencez à proposer une option végétarienne quotidienne, c'est aussi un moyen de vous faire accompagner sur cette thématique et de donner vos retours. Voilà pour ça. Et après, au niveau de VG Cantine, du coup, donc, je vous le disais au début, sur notre site, on a pas mal de ressources. Donc, on a à la fois des vrais faux, donc sur les idées reçues qu'on peut entendre sur les menus végétariens. Ça peut être une aide justement pour communiquer. On a des recettes, on a des conseils pour faire de la qualité. On a aussi des affiches ou des livrets à destination des parents et des enfants. Et là, on est en train de travailler sur des outils pédagogiques pour les enfants qui seront aussi disponibles sur notre site. Et bien sûr, tout est gratuit. Donc, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, je vous enverrai après cette formation un mail qui récapitule tout ça et qui vous envoie, et je vous enverrai toutes les ressources dont j'ai parlé là et dont Laure va parler juste après. Donc, voilà. À toi, Laure. Et on en a un petit peu parlé, une autre ressource du coup qui peut être intéressante pour vous. Et juste après, du coup, vous aurez une petite fiche d'évaluation à remplir via un lien. Et vous pourrez vous inscrire directement à une newsletter qui est faite pour les professionnels de la restauration collective, qui est envoyée tous les mois et qui permet en fait d'avoir chaque mois une recette inédite. Notamment ces quelques recettes qui sont là, qui ont été diffusées ou qui vont être diffusées. Et vous voyez qu'il y a 2 recettes de pâtisserie végétale qui permettent du coup de travailler des nouveaux produits, par exemple le lait d'amande ou le beurre d'amande et un brownie 100% végétal. On va faire d'autres recettes aussi, et donc ça pourra être un moyen d'échanger et de nous faire des retours sur quelles recettes vous aimeriez voir développer ou échanger entre vous là-dessus. On finit sur l'évaluation du On vous libère. Merci beaucoup d'être venu. Et on espère que ça vous a plu. Et voilà, il y a des prochaines formations qui arrivent. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à... Enfin, je vous mettrai ça aussi dans le lien, mais il y en a d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Elles sont toutes gratuites. Donc, voilà. Et merci beaucoup, Laure, pour cette super formation. Du coup, on aura les liens automatiquement par mail. C'est ça. Je vous envoie tout ça dans la semaine, dès que je peux. Parfait. On va vous envoyer le support et tout ça. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir.